Je trouve que dans cette période, le message que vous faites passer tous les deux, c'est possible tous ensemble, est bien agréable à entendre. Merci à tous les deux. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Relance ta boîte organisée par la Cité de la RSE. Cécile Payan, Rémi Demerseman, cofondateur de la Cité de la RSE. Nous vous invitons aujourd'hui à rencontrer Nicolas Karaziewicz, c'est ça? Karaziewicz, oui, c'est ça. Et Claire Stride, nos partenaires du jour, sur un sujet. Cécile, tu l'as résumé, comment tu l'as résumé? Tu as trouvé un très joli titre là-dessus tout à l'heure? On va s'interroger pendant quelques minutes là ensemble pour savoir si la singularité est une vraie richesse pour nos entreprises. Voilà, donc ce que je propose qu'on fasse, c'est que Claire et Nicolas, vous puissiez peut-être commencer par vous présenter et dans le cadre du sujet de l'émission, présenter vos activités. On essaye à chaque fois de faire un format court, une émission qui dure 10-15 minutes, ce qui permet de traiter vos présentations et deux, trois sujets. Donc voilà, si dans cet esprit-là, vous pouvez vous présenter, je vous en prie. Claire, peut-être? Merci beaucoup, merci Rémi, merci Cécile, ravi Nicolas de faire ta connaissance. Donc, je vais commencer avec ma singularité. Je m'appelle Claire Stride, donc déjà c'est pas facile avec un nom anglais prononcé en français, mais surtout donc voilà, je suis connue aujourd'hui pour dire ouvertement que je suis dyslexique et dyscalculique et au potentiel, et ça va bien, et je me sens bien, et je trouve que c'est une vraie richesse en tout cas dans mon quotidien. J'avais une ancienne vie où j'étais enseignante et je travaillais en histoire-géographie, et maintenant je suis consultante en neurosciences et je m'intéresse à la neurodiversité parce qu'en fait, j'ai voulu comprendre comment je fonctionnais pour trouver ma place dans la société, en tout cas pour réussir à la créer et voir à quel point en fait toute la notion de multipotentiel qui est liée à la neuroatypicité était très très riche pour permettre aux gens de s'épanouir en étant eux-mêmes. Donc voilà, aujourd'hui je suis consultante là-dedans, j'accompagne les entreprises et les particuliers, je suis également auteure et conférencière. Nicolas, peut-être à ton tour? Merci Rémi, merci Cécile pour votre accueil et Claire, enchanté également. Moi je suis Nicolas Karaziewicz, j'ai la chance de faire un métier qui est à la fois passionnant et riche de sens. Je suis éveilleur de conscience. Alors je suis parti de mon point de vue, si je puis le dire de cette manière-là, puisque vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes observateur, mais je suis déficient visuel. Alors c'est pas ce qui me définit, mais cette singularité, elle est importante dans ma vie puisque, de par mon expérience, j'ai été amené à construire mon métier. J'ai eu plusieurs vies professionnelles avant celle-là, en tant que comptable, dans les métiers du secrétariat, en tant que commercial. Et puis, j'ai eu un déclic à un moment donné grâce à une association qui s'appelle Ticket for Change. Et depuis 4 ans, je mets mon expérience extraordinaire, je le dis comme ça, avec le extra entre parenthèses, pour porter cette parole en tant que conférencier. J'anime également beaucoup d'ateliers d'intelligence collective dans les entreprises et ces ateliers sont notamment axés sur le noir et sur l'essence, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué de les faire en présentiel. Et puis j'ai une casquette de consultant également pour transformer l'essai finalement de ces conférences et de ces ateliers, de se dire qu'est-ce qu'on en fait finalement de ce sujet, comment est-ce qu'on en amène une vision un peu plus stratégique et transversale dans le monde de l'entreprise. Et puis de là, je vais être amené à faire de la mise en relation bienveillante avec un écosystème de partenaires que j'ai créé maintenant depuis 4 ans et qui est en phase avec mes autres casquettes puisque j'ai un certain nombre d'engagements qui font qu'aujourd'hui, à Lille, puisque je suis dans les Hauts-de-France et ailleurs, je vais porter ce message-là positif, en tout cas dans le domaine du handicap. Ok. Au-delà du témoignage, Nicolas, tu dis que tu vas porter cette information-là aux entreprises. Au-delà du témoignage, le fait de les approcher, tu penses que ça leur permet de découvrir quel autre apport? Moi, en fait, je pars du postulat, et c'est ce que je dis à un nombre de mes clients, avant d'être déficient visuel, je suis entrepreneur.
Et en fait, ça va faire quelques années maintenant que je me bats pour faire passer ce message-là, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui 75 000 entrepreneurs en situation de handicap en France. Et ce qui nous définit, c'est la valeur ajoutée qu'on va apporter. Et ce n'est pas notre situation de handicap. Alors, on a créé un statut spécifique qu'on appelle travailleur indépendant handicapé, qu'on appelle en fonction finalement de sa situation presque administrative, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que j'amène aujourd'hui à mes clients, c'est une vraie valeur ajoutée, à la fois en parlant des besoins, des outils à notre disposition, en parlant d'une méthodologie que j'ai imaginée pour faire passer justement ces messages-là et avoir un impact concret à la fois sur le volet emploi, sur les questions d'accessibilité, de mobilité, et finalement des sujets qui concernent l'entreprise au sens large, mais en y intégrant une brique spécifique, ce que j'appelle moi la brique inclusive. Et si on veut bâtir la maison commune de nos entreprises, finalement on a besoin d'assembler toutes ces briques. Le message que vous faites passer, c'est que l'inclusion est possible, mais on entend aussi l'inclusion est une force, est un atout supplémentaire pour l'entreprise. Tous les deux, en fait, vous allez apporter aux entreprises une réflexion et des outils pour faire de cette singularité ou d'un handicap une richesse supplémentaire. Claire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a une chose qu'on apprend quand on est différent, et j'adore l'expression alors extraordinaire de Nicolas entre parenthèses. Moi, je la mets avec un tiret, comme quoi on est vraiment sur cette logique-là. Je crois qu'on sait tous se reconnaître entre nous. On apprend la résilience. Dès le départ, en fait, quand on nous fait comprendre qu'on est différent et qu'il faut rentrer dans le moule ou faire de la même façon que les autres, quand on commence par nous expliquer que notre façon d'être et notre façon de faire ne correspond pas à la norme et à un système, on n'a pas le choix. On se conforme à ce qu'on attend de nous au prix d'énormes souffrances, de stratégies, de contournement et de compensation. On peut même perdre notre identité. Pendant longtemps, c'est assez difficile d'arriver à retrouver qui on est. Mais du coup, on apprend plein de choses. On apprend cette résilience, on apprend les stratégies de contournement, on apprend à faire autrement, on apprend à voir d'autres choses, d'autres détails. Et quand on arrive en entreprise, et je vais rejoindre aussi Nicolas là-dessus, décidément, je ne suis pas neuroatypique, je suis avant tout une femme, et surtout aussi dans le cadre qui nous intéresse avant tout, une femme entrepreneur, et c'est ce qui compte aussi vraiment. Il y a énormément de neuroatypiques qui sont chefs d'entreprise ou qui sont indépendants aujourd'hui, parce que ça a été tellement difficile pour eux d'essayer de trouver un moule, d'essayer de trouver leur place en tant que salarié ou même cadre dirigeant dans une structure déjà établie. En général, ça implose. Par contre, oui, on sait faire différemment, on sait voir autrement, on sait tisser des liens sur plein de choses. Et encore une fois, ça vient de la résilience qu'on vit depuis qu'on est tout petit. Du coup, moi, ça me donne l'impression qu'il y a deux intérêts dans vos démarches vis-à-vis des entreprises. Le premier intérêt qui est, alors dites-moi si j'ai tort, et si vous avez rencontré des cas comme ça m'intéresse, qui est de donner droit aux salariés, une fois que la réflexion a bien infusé dans toute l'entreprise, de donner le droit d'assumer une différence. Puisque finalement, tu parlais de normes tout à l'heure, et la norme, ça n'est quand même qu'un socle commun, même si on se sent dans la norme, je crois que chacun a des différences, et donc votre démarche donne dans l'entreprise aux salariés le droit d'exprimer une différence. C'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que j'ai raison quand je dis que en vous écoutant et en intégrant ce que vous pouvez apporter à vos clients, vous leur donnez aussi l'occasion de reposer la question de leur organisation et de s'optimiser, que finalement, le biais, entre guillemets, l'axe de travail consistant à dire réfléchissez à votre inclusion, est un moyen pour les entreprises de se poser les bonnes questions d'organisation. J'ai bon sur ces deux rapports ou je me trompe complètement? Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'identité, la situation dans laquelle on est, on parle de handicap ou d'une autre singularité, fait l'identité du salarié ou du chef d'entreprise. Moi, souvent, dans les expériences que je fais vivre, je pars de mon expérience, c'est-à-dire du noir, pour expliquer que chacun, avec sa différence, chacun à sa manière, a la capacité de communiquer. Donc, on travaille la communication interne, de travailler en équipe, ce côté cohésion d'équipe, de travailler le lâcher-prise, ou même les questions de management. Ça, c'est une première chose. Et je pense que, finalement,
quand je parle de briques, voilà, on est dans le même bateau lorsqu'on est dans une entreprise. Et si on ne connaît pas finalement la spécificité de chacun, si on n'a pas cette capacité, en tout cas, à prendre en compte les spécificités de chacun, et ben finalement, ça peut être relativement compliqué. Le deuxième sujet, c'est que finalement, il y a cette prise en compte fondamentale, effectivement, de l'inclusion pour rebattre les cartes et se dire comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise s'appuie, c'est ce que moi j'appelle l'innovation inversée, comment est-ce que l'entreprise va s'appuyer sur la singularité de chacun pour finalement être plus agile, se réinventer, repenser le modèle, etc., etc. Claire, tu rencontres ça aussi chez tes clients? Tes interventions consistent en quoi finalement? Pour moi, c'est complètement différent parce qu'il y a un facteur fondamental, il y a le handicap visible et le handicap invisible. Et pour les personnes en situation de handicap en neurodiversité, la plupart ignorent qu'ils le vivent. Donc, on a énormément encore aujourd'hui de dyslexiques, dyspraxiques qui sont absolument pas reconnus ou identifiés en tant que tels. Beaucoup de hauts potentiels qui le découvrent après la trentaine, la quarantaine, en général après un burn-out. La plupart ne veulent pas que ça se sache. Donc, moi, mes interventions, elles sont en général de deux types. Soit pour aider une personne neuroatypique qui a fait un burn-out à comprendre que c'est parce qu'elle est neuroatypique, en fait, qu'elle a essayé de rentrer dans le moule et ça a pété de tous les côtés, donc ça n'a pas fait. Donc, elle apprend ses propres codes pour voir comment se sentir bien et ensuite, on voit ça avec l'équipe pour travailler ensemble. Soit c'est carrément le dirigeant qui lui-même a compris qu'il était neuroatypique et me dit, voilà, moi j'ai envie de pouvoir permettre à mes collaborateurs d'être libres. Donc, c'est pas aussi simple, j'allais dire, si je peux me permettre comme ça, que d'avoir un fauteuil, par exemple, parce que le fauteuil, tu le vois, tu te débrouilles pour aménager un espace. C'est plus simple et plus communément accepté. Aujourd'hui, moi, la plupart des gens que j'accompagne, des fois ne vont pas bien parce que le néon fait trop de lumière, parce que tu as un bruit de fond qui est super compliqué et parce qu'on leur impose un rythme ou une pression qu'ils n'arrivent pas à vivre ou qu'ils ont envie de rester, j'allais dire en bon geek, enfermés pendant 3 jours sur leur ordi pour pouvoir boucler le dossier et qu'on s'en fout s'il faut manger ou s'il faut prendre des congés ou aller en week-end. Donc, c'est plus des adaptations sociales comme ça. Donc, une fois, quand ça vient du dirigeant, c'est formidable parce qu'on peut vraiment optimiser et complètement réorganiser l'entreprise, voir les horaires ou le rapport même à la tâche, en fait, quelque part, de se dire, tiens, fonctionnons par mission, fonctionnons par projet qu'on est en train de faire et affranchissons-nous de toutes les autres logiques, j'allais dire, temporelles. L'expression de la différence, en tout cas, dans tout ce qui est diversité cognitive, il y a encore beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que par la propre acceptation des gens. Parce que pour beaucoup, en fait, le lapsus c'est beau, qui sont dyslexiques, ils pensent que c'était ça que quand ils étaient à l'école, qu'après tout, c'était qu'un problème d'apprentissage et qu'une fois que tu es grand, tu n'as plus de problème. On ne regarde plus tes fautes d'orthographe. Ou alors, tu le vis avec honte. Donc, il y a vraiment déjà, moi, mon travail, c'est aussi ça, c'est changer le regard de la personne qui a cette singularité sur elle-même, oser la partager si elle le souhaite et changer le reste de l'entreprise là-dessus. Si on prend juste le cas des fautes d'orthographe, on sait à quel point c'est stigmatisant. Un collaborateur qui fait des fautes, qui pourtant a fait des études, m'explique-t-on, et qui n'est toujours pas capable de faire de slides sans des fautes. Donc, il y a tout ce rapport-là, j'en reviens à la norme et à l'image de réussite aussi qu'on peut avoir dedans. Il y a encore du travail à faire. Ok, donc est-ce que je résume bien en disant le point de départ, c'est l'individu? L'individu qui a une différence connue ou pas connue, qui peut du coup l'exprimer et qui en l'exprimant aide l'entreprise à s'améliorer parce qu'elle repose ces questions fondamentales de son rapport à l'autre, son rapport au travail, son rapport à l'organisation pour pouvoir progresser dans une réflexion organisationnelle et stratégique un peu entre les deux. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Cécile, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Non, je trouve que dans cette période, en plus, le message que vous faites passer tous les deux c'est possible tous ensemble est bien agréable à entendre. Merci à tous les deux. Ok, bon. Claire Strid,
Nicolas Karaziewicz, merci beaucoup à tous les deux. On retrouve vos coordonnées en commentaire de cette vidéo. Et comme je vous l'avais expliqué, l'idée c'est qu'on incite l'ensemble des spectateurs de cette vidéo à regarder vos contenus, regarder vos fiches sur la plateforme Oikos Impact, mais regardez aussi tout ce que vous pouvez proposer comme article éventuellement ou comme intervention directement dans les entreprises et prendre contact avec vous. Merci beaucoup. Cécile, à Merci bientôt. à vous. Nicolas, Claire, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.